Fadjar. Bonjour Stéphane Juffa. Bonjour Steve et bonjour aux auditeurs téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi en direct sur Radio J. Vous êtes le rédacteur en chef de l'agence de presse Metula News Agency. Vous vivez, cher Stéphane, tout près de la frontière avec le Liban. Le Hezbollah a tiré un missile anti-char contre un poste militaire à la frontière. Tsahal a mené en riposte une frappe de drone. De manière globale, quelle est votre évaluation de la situation générale dans la zone, Stéphane Juffa ? Dans la zone du Nord, on est en présence d'une guerre de basse intensité, c'est-à-dire que les provocations viennent du côté libanais, des attaques sur des postes militaires, des attaques également sur des localités civiles. Il y a 2 heures, on était en situation d'alerte maximale. Les personnels et les civils ont été priés de regagner les abris. On y est resté, nous on a continué notre boulot, mais les civils sont restés un certain temps à l'abri. Il y a aussi eu des missiles plus sérieux, des armes plus sérieuses qui ont été tirées à partir du Liban, mais aussi à partir de Syrie. À partir du Liban, ce qu'on a eu de plus gros, c'était un missile de croisière iranien. Bien entendu, la réplique a été à la hauteur. Depuis la Syrie, c'est pas l'armée syrienne, Steve, c'est ce qu'on appelle les dossiers du Golan. Alors, les dossiers du Golan, c'est une association de malfaiteurs entre le Hezbollah, l'Iran, des islamistes locaux, des Druzes et tout cela avec la bénédiction du gouvernement central syrien, mais ils lui demandent pas forcément son avis. Donc c'est un organisme dont le but affirmé est de générer des embuscades et des mauvais coups en Israël. Donc, il ne se pouvait pas que, vu la présence dans ce groupe de terroristes du Hezbollah, il reste tranquille à la frontière. Donc, depuis hier, il multiplie les actions contre nous, les actions limitées, je le précise. Justement, Stéphane, est-ce que vous diriez qu'on est pour l'instant dans une phase de test entre les différents belligérants pour que la situation reste globalement sous contrôle avant une éventuelle escalade ? Et je dirais que le Hezbollah, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, le Sayed, comme on dit au Liban, n'ont pas encore décidé s'ils voulaient réellement entrer en guerre. Je parle d'un conflit total, ou s'ils voulaient, en signe de solidarité symbolique avec Gaza, procéder comme maintenant, donc une guerre de basse intensité. C'est comme ça que je l'appellerais maintenant. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui meurent, y compris aujourd'hui, on a perdu quand même 3 soldats dans ce genre d'affrontement. Donc c'est tout sauf de la plaisanterie, mais c'est pas non plus encore pour le moment la guerre généralisée. Et je dirais que je ne suis pas certain que si cela arrive, si les provocations surpassent un certain seuil, Israël ne serait pas satisfaite de la possibilité de se débarrasser de la menace permanente qui dure depuis des années du Hezbollah au Liban. Vous estimez qu'il est possible pour Israël de se débarrasser au même moment du Hamas, puisque c'est l'objectif, on y reviendra dans la bande de Gaza, et du Hezbollah, qui est encore plus puissant que le groupe palestinien ? C'est pas confortable. C'est jamais agréable pour un pays, n'importe quel pays, de se battre sur 2 fronts contre 2 adversaires, voire 3 différents. Mais au niveau des potentialités, c'est tout à fait faisable. Je rappelle, Steve, qu'il y a 300 000 soldats de réserve mobilisés, plus, on n'a pas le droit de dire le chiffre, mais davantage de 100 000 soldats sdirim, c'est-à-dire réguliers. Ça fait 400 000 soldats mobilisés en Israël, avec tout le matériel qu'il faut. Pour avoir un ordre d'idée, c'est plus de soldats que dans l'armée ukrainienne en ce moment même. Donc, en 2006, en 2014, dans les affrontements avec le Liban, avec le même Hezbollah, on n'avait pas autant de soldats. Qu'est-ce qui a changé justement, Stéphane Juffa? C'est une comparaison intéressante. Qu'est-ce qui a changé en termes de préparation à la fois des opérations militaires, mais également, puisque c'est un point important du sujet, la préparation du front intérieur qui avait été fragilisé et particulièrement touché pendant notamment la guerre de 2006. Qu'est-ce qui a changé en presque 20 ans maintenant face au Hezbollah qui s'est depuis beaucoup renforcé? Alors justement, le Hezbollah s'est renforcé, le front intérieur moins rapidement que le Hezbollah.
on ne se fait pas d'illusions, on ne ment à personne, ni à nous-mêmes, ni à ceux qui nous écoutent. En cas d'affrontement global avec le Hezbollah, il y aura entre 300 et 1500 morts en Israël. C'est le prix pour se débarrasser du Hezbollah. Quant à nous, on a fait nos devoirs à domicile et on a identifié toutes les cibles, tous les objectifs qui nous intéressent dans tout le Liban, notamment à Beyrouth, dans les sous-sols de Beyrouth. On sait exactement où ils se trouvent. Et bien sûr qu'en cas de conflit généralisé, on va pas se croiser les bras et se limiter à riposter sur le terrain où on est attaqué. On va frapper le Hezbollah partout dans tous les secteurs du Liban. Et la différence, elle est peut-être pas au niveau de la défense civile. La différence, elle est dans notre niveau de préparation, au niveau du renseignement, donc l'identification des cibles, ça c'est extrêmement intéressant. Et après, c'est un développement qu'on doit à l'ancien chef d'état-major Aviv Kochavi. On est tout à fait prêt à, dès l'entame d'un conflit avec le Hezbollah, de lui infliger des bombardements tels que pendant une semaine, 2 semaines, personne ne pourra chez eux lever la tête et regarder ce qui se passe en surface. De ce point de vue-là, est-ce qu'Israël aurait intérêt à prendre la main, si j'ose dire, à prendre l'initiative d'une attaque, si on la considère comme inévitable avec le Hezbollah, pour ne pas être simplement dans la riposte? Est-ce que c'est envisageable? Alors, est-ce que c'est envisagé d'ailleurs? Je crois que je viens d'envisager, oui. Je crois que je viens de donner les éléments de jugement, de décision de l'état-major et du gouvernement. L'idéal pour nous, ce serait de pouvoir terminer la confrontation avec le Hamas au sud. Et une fois qu'on est débarrassé du Hamas, ce qui est, et on le répète, il faut clairement établir les objectifs. Les objectifs d'Israël, de Tsahal aujourd'hui, c'est précisément se débarrasser du Hamas. Aucun gouvernement en Israël ne survivra si quand on déclarera la fin des hostilités, eh bien le Hamas continue d'exister. Toute la direction, l'essentiel des membres du Hamas, des miliciens terroristes, doivent être éliminés. Ça, c'est notre but premier. On le dit, on l'exprime, on est clair. Le second but, c'est évidemment la libération des otages. Alors j'allais y venir. Comment articuler les deux? Comment articuler, Stéphane Juffa, les deux? Mener l'opération pour anéantir le Hamas, puisque c'est l'objectif premier qui a été fixé après la libération des territoires autour de la bande de Gaza. Comment articuler cela avec les opérations de sauvetage des otages israéliens? Steve, j'aimerais juste terminer. Je vous en prie. Vous m'avez demandé quelle était la configuration idéale pour Israël. La menace venant du Liban, du Hezbollah, dure depuis trop longtemps. C'est-à-dire que c'est pas évident pour Israël de mobiliser tous les 3 jours 300 000 soldats réservistes. Maintenant, ils sont mobilisés, ils sont préparés, ils sont entraînés. Donc, il existe cette tentation d'utiliser le fait que nous soyons prêts à la bataille pour régler le compte du Hezbollah également au Liban. L'idée, c'est donc de poursuivre, d'habitude, d'être bien ordonné, de savoir ce qu'on veut d'abord et ce qu'on veut ensuite. Ce qu'on veut d'abord, c'est ce que j'ai dit. Éliminer le Hamas, libérer les otages. Ce qu'on pourrait vouloir ensuite, et la question va se poser dans le temps, c'est de se confronter au Hezbollah. Et à part ça, ce que je voulais préciser, oui, c'est qu'au Liban, je vous assure que les 2/3 de la population n'espèrent qu'une chose, c'est que cette confrontation entre Israël et le Hezbollah va se dérouler. Ils regardent ça pour se libérer du Hamas, pour revenir dans le camp du bien, pour revenir dans le camp arabe et sortir du camp chiite. Voilà l'ordre de bataille d'Israël. Maintenant, comment on libère les otages? Il n'y a pas de solution pour libérer les otages. On va envisager plusieurs actions menées de front, notamment des frappes spécifiques, des opérations spécifiques pour libérer un certain nombre d'otages. On va
augmenter la pression sur Gaza. On va proposer des échanges, mais pas des échanges comme on a fait au temps de Gilad Shalit, de libérer 1000 terroristes, ceux qui sont en train de mener la bataille et qui ont tué 1200 Israéliens dans le pourtour de Gaza. C'est-à-dire d'échanger un otage pour 10 ou 20 terroristes. Donc la possibilité d'échanger des otages est sur la table, selon vous? Bien entendu, il n'y a pas d'autre manière. C'est pour ça qu'on a notamment épargné un certain nombre de terroristes pendant les 2 premiers jours de guerre dans le pourtour de Gaza, pour avoir une monnaie d'échange contre nos otages. Ça nous ferait beaucoup moins de mal de libérer ces terroristes-là, qui n'ont pas une grande valeur ajoutée dans la balance stratégique avec le Hamas, que de libérer des grands chefs du Hamas, des grands chefs politiques ou militaires qui ont été déjà jugés et condamnés en Israël, notamment pour des peines capitales. Donc c'est la manière de libérer les otages, c'est une sorte d'équilibre ou de déséquilibre de la menace. Bien sûr, on a très peur pour eux, mais ça doit surtout pas empêcher l'armée israélienne de mener à bien ses tâches et de réaliser ces objectifs dont on vient de parler. Merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été avec nous en direct dans cette édition spéciale. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence de presse Metula News Agency. Très bonne continuation. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube en vidéo. À très bientôt sur Radio J. Bonne fin de journée à vous et aux auditeurs. Merci.